En 1944, Reuben Gutstein prouve l'un des théorèmes les plus controverses de l'histoire des mathématiques. Le théorème de Gutstein concerne une machine à qui on donne un nombre. À la première étape, la machine décompose ce nombre qu'on lui donne en base 2, ou plus précisément, il l'écrit comme une somme de puissance de 2. Mais elle ne veut pas non plus avoir des exposants qui ne sont pas des puissances de 2. Du coup, la machine décompose aussi les exposants en somme de puissance de 2, mais aussi les exposants des exposants, et ainsi de suite. On obtient alors la notation héréditaire en base 2 de notre nombre. Et on peut se convaincre que tout nombre entier naturel a une unique notation héréditaire en base 2. La machine de Gutstein transforme alors tous les 2 de la notation héréditaire en 3 et soustrait 1 au résultat. Elle obtient alors un nouveau nombre qu'elle va manger à nouveau. Mais cette fois, elle va écrire ce nombre en notation héréditaire en base 3, c'est-à-dire qu'elle va décomposer le nombre en une somme de puissance de 3 qui peut potentiellement faire intervenir un nombre plus petit que 3 comme 1 ou 2. La machine de Gutstein remplace alors tous les 3 par des 4, puis retranche 1 et sort le résultat. Et comme vous l'imaginez, la machine de Gutstein reprend le résultat, le décompose en notation héréditaire en base 4, remplace les 4 par des 5, retranche 1, puis ressort le résultat, et ainsi de suite. Voyons ce qu'il se passe si on lui donne le nombre 3 pour commencer. La machine décompose 3 en base 2, ce qui lui donne 3 est égal à 2 plus 1. Elle transforme le 2 en 3, ce qui lui donne 3 plus 1, puis retranche 1 pour obtenir 3. En base 3, ce nombre s'écrit tout simplement 3. Du coup, quand la machine remange 3, elle remplace le 3 par un 4 pour obtenir 4. Puis retranche 1, ce qui lui donne 4 moins 1 égale 3. En notation héréditaire en base 4, 3 s'écrit tout simplement 3. La machine remplace tous les 4 de ces notations par un 5, et comme il n'y a pas de 4, ça ne change pas le résultat. Enfin, elle lui retranche 1 et obtient 3 moins 1 égale 2. Or 2, c'est également la notation héréditaire en base 5 du nombre 2. Donc quand la machine remplace les 5 par des 6, 2 reste inchangé, mais la machine doit lui retirer 1, du coup on obtient 1. Et enfin, après un dernier tour, la machine obtient finalement 1 moins 1 qui est égal à 0. Donc si on commence par donner le nombre 3 à la machine de Gutstein, la suite que l'on obtient fait 3, 4, 3, 2, 1 et 0. C'est ce qu'on appelle la suite de Gutstein de graine 3. Voyons ce qui se passe maintenant si on commence avec la graine 4. La machine écrit 4 en notation héréditaire en base 2, ce qui lui donne 2 au carré. Après une itération où elle remplace les 2 par des 3 et retranche 1, elle obtient 3 au cube moins 1, ce qui fait 26. Or en base 3, 26 s'écrit 2 fois 3 au carré plus 2 fois 3 plus 2. En remplaçant les 3 par des 4 et en retranchant 1, elle obtient 2 fois 4 au carré plus 2 fois 4 plus 1, ce qui donne 41. Puis au prochain passage, la machine écrit 41 sous la forme 2 fois 4 au carré plus 2 fois 4 plus 1. Remplace les 4 par des 5 et retranche 1, ce qui lui donne 2 fois 5 au carré plus 2 fois 5, soit 60. Bon, on va accélérer un petit peu parce qu'on ne va pas faire toutes les itérations. On obtient ensuite 83, 109, 139, 173, 211, 253, 299. Bref, on a l'impression que l'on obtient des nombres toujours plus grands. Et pourtant, les mathématiciens ont prouvé que cette croissance ne dure que pendant 3 fois 2 puissance 402 653 209 itérations. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point ce nombre est gargantuesque. Il est beaucoup plus grand qu'un Google. Ce qui veut dire que si on mettait tous les ordinateurs de la Terre pour calculer les éléments de la suite de Gutstein de graine 4, eh bien ces ordinateurs tourneraient encore jusqu'à la nuit des temps, et en fait l'énergie noire exploserait ces ordinateurs bien avant qu'ils puissent arriver à une fraction de ce qu'il faudrait pour se rendre compte que cette suite va finir par arrêter de croître. Plus fou encore, au bout de 3 fois 2 puissance 402 653 211 moins une itération, la suite de Gutstein retombera jusqu'à 0. Incroyable! Après tous ces calculs, après avoir flirté avec l'infini, la suite de Gutstein reviendra tout simplement à 0. Mais du coup, qu'en est-il de la suite de Gutstein de graine 5, ou de graine 12, ou de graine 19?
eh bien, ces suites de Goodstein ont des croissances qui sont encore plus faramineusement rapides. Par exemple, la suite de Goodstein de graines 19 commence par 19, puis 7000 milliards, puis 10 puissance 154, et ensuite on a 10 puissance 2180, et ainsi de suite avec des exposants toujours plus monstrueusement énormes. Il est très difficile d'imaginer que cette suite finira par revenir à zéro. Et pourtant, le théorème de Goodstein affirme que toute suite de Goodstein finira par retomber à zéro, même si ça peut prendre un temps mais monstrueux. Par exemple, si on prend la suite de Goodstein de graines 12, le temps qu'il faut, le nombre d'itérations qu'il faut pour qu'elle revienne à zéro, eh bien on a montré que c'était supérieur au nombre de grammes. Or, si vous vous souvenez de l'épisode 1, le nombre de grammes, c'est vraiment monstrueusement énorme. Mais la seule preuve que l'on ait de ce théorème de Goodstein repose sur l'existence des nombres transfinis, ce dont on a parlé dans l'épisode 8. Souvenez-vous qu'il existe un plus petit ordinal transfini oméga et que l'on peut combiner des ordinaux avec des additions, des multiplications et des exponentiations pour former des ordinaux toujours plus grands. L'idée de Goodstein, c'est de partir d'une notation héréditaire en base n et de remplacer toutes les occurrences de n dans cette notation par l'ordinal oméga. Ce qui va être important pour la suite, c'est que la transformation en ordinal pour la base n est une transformation strictement croissante, ce qui veut dire que si je donne un nombre strictement plus grand à la fonction fn qui effectue cette transformation en ordinal, alors l'ordinal que j'obtiens va être aussi strictement plus grand. En particulier, fn de x va être toujours strictement plus grand en termes d'ordinal à fn de x moins 1. La deuxième chose à retenir, c'est qu'en gros, si on change de base, l'ordinal que l'on obtient reste inchangé. Donc par exemple, c'est plus clair de voir ça sur un exemple. Si je prends 3 puissance 3 puissance 3 plus 3, donc ça c'est une notation héréditaire en base 3, si j'effectue la transformation en ordinal pour la base 3 de ce nombre, j'obtiens oméga puissance oméga puissance oméga plus oméga. Et ça c'est aussi le nombre que j'obtiens si je fais la transformation pour la base 4 du nombre 4 puissance 4 puissance 4 plus 4. On est maintenant prêt pour prouver le théorème de Goodstein. Donc on part de n'importe quelle graine. On va appeler x2 cette graine. x2, donc ça va être le nom notamment qu'on donne à la machine et que la machine va décomposer en notation héréditaire en base 2. On va ensuite appeler x3 le deuxième nombre que la machine réingurgite, puis x4 et ainsi de suite. Par exemple, si la graine était 19, alors x2 va être égal à 19, qu'on écrit en notation héréditaire en base 2, du coup on a x2 qui est aussi égal à 2 puissance 2 puissance 2 plus 2 plus 1. Ensuite, x3, c'est ce que j'obtiens lorsque je remplace tous les 2 par des 3, donc ça fait 3 puissance 3 puissance 3 plus 3 plus 1, moins 1, puisqu'il faut retrancher 1 à chaque fois. Donc c'est juste 3 puissance 3 puissance 3 plus 3. Et ensuite, pour obtenir x4, je remplace les 3 par des 4. Ça nous fait 4 puissance 4 plus 4, et je fais encore une fois le moins 1 que je dois faire à la fin de l'opération de la machine de Goodstein. Et du coup, j'obtiens 4 puissance 4 plus 3. Et ainsi de suite. À cette suite de Goodstein, on va associer une suite d'ordinaux de Goodstein, alpha 2, alpha 3, ainsi de suite, où alpha n, le nème élément de cette suite, va être le nombre ordinal que l'on obtient lorsque l'on applique la transformation pour la base n au nombre xn. Autrement dit, on définit alpha n est égal à fn de xn. Donc si je prends l'exemple de la graine 19, on avait vu que x2 est égal à 2 puissance 2 puissance 2 plus 1. Eh bien alpha 2 c'est ce que j'obtiens lorsque je remplace tous les 2 de cette notation par des oméga, et ça me donne alpha 2 est égal à oméga puissance oméga plus 1. Et de la même façon, on avait vu que x3 était égal à 3 puissance 3 plus 3. Donc pour obtenir alpha 3, je remplace tous les 3 par des oméga et ça me donne oméga puissance oméga plus oméga. Puis de la même façon, j'ai alpha 4 est égal à oméga puissance oméga plus 3 et ainsi de suite. Et ce qui est remarquable, c'est que la suite d'ordinaux de Goodstein est une suite strictement décroissante. Et on va le prouver maintenant, mais alors ça va piquer un petit peu, donc n'hésitez pas à ignorer ces 30 prochaines secondes à la première écoute si vous n'êtes pas très à l'aise avec les ordinaux.
On sait que alpha n plus 1 est égal à fn plus 1 appliqué à xn plus 1. Mais par construction des xn, on sait aussi que alpha n est égal à fn de xn, qui est égal à fn plus 1 de xn plus 1 plus 1, puisque xn plus 1 est ce que l'on a obtenu en remplaçant tous les n de la notation héréditaire de xn en n plus 1. Mais quand on applique fn et fn plus 1, tous ces n et n plus 1 sont remplacés par des oméga, on obtient donc les mêmes résultats. Du coup, alpha n est égal à fn plus 1 appliqué à xn plus 1 plus 1. Or, on sait que fn plus 1 est strictement croissante. Du coup, fn plus 1 appliqué à xn plus 1 plus 1 va être strictement plus grand que fn plus 1 appliqué à xn plus 1. On en déduit alors alpha n est strictement plus grand que alpha n plus 1. C'est QFD. La suite alpha n des ordinaux de Gutstein est donc strictement décroissante. Or, on a un théorème absolument fondamental sur les ordinaux qui nous dit que toute suite strictement décroissante d'ordinaux finit forcément par descendre jusqu'à 0. Sauf que si la suite des nombres entiers de Gutstein, la suite xn, si cette suite-là continue à l'infini, alors on pourrait toujours associer jusqu'à l'infini à tout élément xn de cette suite un ordinal non nul. Du coup, le fait que les ordinaux finissent par tomber à 0 implique que la suite des nombres entiers de Gutstein ne peut pas continuer à l'infini sans jamais retomber jusqu'à 0. Du coup, on vient de montrer que, à l'instar de la suite des ordinaux de Gutstein, la suite des nombres entiers de Gutstein doit tomber jusqu'à 0. Wouhou! On vient de montrer que la suite de Gutstein finit bien par finir à 0, quelle que soit la graine initiale. Sauf que pour y arriver, on a dû utiliser ces nombres transfinis. Et du coup, il paraît raisonnable de se dire que ces nombres transfinis qui n'ont pas vraiment l'air d'exister en pratique et qui n'existent pas dans l'arithmétique de Peano, eh bien, il semble raisonnable de demander à ce que l'on puisse trouver une preuve qui n'utilise pas ces nombres dont on n'a pas vraiment prouvé l'existence. Eh bien non. En 1982, Kirby et Paris ont démontré que ce théorème de Gutstein ne pouvait pas être prouvé dans l'arithmétique de Peano, dans laquelle ces nombres transfinis n'existent pas. Ou autrement dit, il n'est pas possible de déduire des axiomes de l'arithmétique de Peano que la suite de Gutstein va toujours finir à 0. Pour le pessimiste, ça veut dire qu'on ne peut pas vraiment faire confiance à la preuve de Gutstein, puisqu'on ne peut pas vraiment faire confiance aux nombres transfinis. Et du coup, tout ce que je viens de raconter dans cette vidéo ne sert à rien. Pour l'optimiste, en revanche, ça veut dire que les axiomes de l'arithmétique de Peano sont incomplets et que si on veut vraiment comprendre les nombres, si on veut vraiment sentir les nombres entiers naturels et prouver des choses à leur sujet, il nous faut inclure des axiomes qui vont bien plus loin que les nombres entiers naturels, des axiomes qui embrassent l'infini, et notamment l'existence de ces nombres transfinis. Car, aussi étrange que cela puisse paraître, ces nombres transfinis nous renseignent sur les nombres finis que l'on pense connaître. La dernière fois, on avait parlé de l'arithmétique de Peano et je vous avais posé un mini défilé, à savoir écrire dans le langage de l'arithmétique de Peano le fait qu'il existe un nombre infini de nombres premiers. Du coup, il y en a pas mal parmi vous qui se sont collés à la tâche et ça m'a fait super plaisir. Et plusieurs d'entre vous ont trouvé des bonnes réponses. Du coup, j'ai un petit peu levé le défi dans les commentaires et je vous ai demandé de trouver la traduction la plus courte possible, la plus concise possible du fait qu'il existe une infinité de nombres premiers. Le premier à avoir donné une réponse assez remarquablement concise est un certain Quentin R qui a écrit cette formule ici qui contient 25 caractères. Cette formule a été aussi découverte le même jour par Baptiste Coquino. Alors pourquoi est-ce que cette formule décrit bien le théorème qui dit qu'il existe une infinité de nombres premiers? Eh bien pour montrer qu'il existe une infinité de nombres premiers, eh bien ça revient à dire qu'en fait si on prend n'importe quel nombre, il y aura toujours un nombre premier plus grand que ce nombre. Du coup, si on avait une liste de nombres premiers, eh ben, ce qu'on veut dire, c'est qu'il en existe un qui est au-delà de cette liste.
Et ça revient à dire qu'il y a une infinité de nombres premiers. Donc tout ce qu'on a à dire, c'est que si on prend n'importe quel nombre entier n, alors il va exister un nombre au-delà de n qui lui sera aussi premier. Donc ce nombre-là, selon ces notations, va correspondre au nombre entier naturel n plus m, qui est bien plus grand que n. Et dire que n plus m est premier, ça revient à dire que si on essaie de l'écrire comme le produit de deux entiers c fois d, alors forcément il va devoir avoir l'un des nombres c ou d qui va être égal à 1. Autrement dit, à chaque fois que l'on peut écrire n plus m sous la forme c fois d, alors il y a forcément un des deux entiers qui est égal à 1. Ça correspond bien à l'implication qui est écrite ici. Cantaner a ensuite trouvé une petite astuce pour réécrire à peu près la même chose, mais avec moins de symboles. Et là, l'astuce en fait, c'est de remplacer en gros les nombres c et d par SC et SD, et ça permet de retirer deux symboles. Mais il est possible de faire mieux, et Serwin est détenteur du record pour l'instant non battu. Je suis pas sûr qu'il est possible de le battre, puisqu'il a réussi à trouver une façon d'exprimer le fait qu'il existe une infinité de nombres premiers en 20 symboles seulement. Donc quand je dis 20 symboles, c'est en excluant les espaces et les parenthèses qui sont juste là pour faciliter la compréhension de la formule. Et donc voici la formule magique de Serwin, qui a d'ailleurs été découverte peu de temps après par Baptiste Coquino. Et l'astuce de cette formule est de remplacer donc les C et D ici donc par des A et B. Bon, les notations sont pas importantes, mais l'idée ici c'est que on va pas dire que A fois B est égal au nombre premier que l'on cherche, mais on va dire que SSA fois SSB est égal au nombre premier que l'on cherche. Et de cette manière, on impose directement le fait que les facteurs ici, les diviseurs à gauche du nombre premier sont forcément supérieurs ou égal à 2. Et ça, on a envie de dire que c'est impossible, donc il suffit de dire que il n'est pas possible, qu'il est faux de dire que SSA fois SSB est égal à le nombre premier que l'on cherche. La dernière fois aussi, je vous avais parlé des axiomes de la logique et ça a fait réagir plusieurs parmi vous qui considèrent notamment qu'il n'y a pas une seule logique et du coup, il est faux de parler de la logique. Et en effet, il n'y a pas la logique, mais il faut vraiment parler de logique au pluriel. Il y a plusieurs logiques et les axiomes dont je vous ai parlé la dernière fois correspondent à une logique en particulier qui est la logique des prédicats du premier ordre. Et ce qui est vrai, c'est que dans le cadre de cette logique du premier ordre, il y a des simplifications. En fait, on n'a pas besoin de tous les symboles que je vous ai montrés. On n'a pas besoin du symbole flèche vers la droite puisque A flèche B est en fait logiquement équivalent, dans la logique du premier ordre, encore une fois, à la proposition non A ou B. Du coup, on peut remplacer à chaque fois les flèches par des noms A ou B. Bon, c'est un petit peu plus long à écrire, pas beaucoup plus long. Et on n'a pas besoin non plus du symbole il existe, puisque dire que il existe X tel que P de X est logiquement équivalent, encore une fois dans la logique du premier ordre, à dire qu'il est faux de dire que pour tout X, non P de X. Du coup, on peut réécrire toute la logique du premier ordre sans utiliser le symbole il existe et sans utiliser le symbole flèche vers la droite. Mais on verra d'autres logiques dans cette série sur SensorAll où ce n'est pas le cas. Je vous avais demandé ici de proposer un axiome, un 9e axiome de l'arithmétique de Peano qui permettait d'exclure les branches parallèles des nombres entiers naturels. Orange Bleu nous a rappelé les axiomes de Peano de Dedekind, en tout cas une certaine version de ces axiomes de Peano de Dedekind. La solution pour exclure cette branche parallèle des nombres entiers naturels réside dans ces axiomes de Peano de Dedekind. Je vous avais dit que les axiomes de Peano c'est pas la même chose que les axiomes de l'arithmétique de Peano. Et en particulier dans les axiomes de Peano, il y a un axiome qui est l'axiome de récurrence, qui est un seul axiome, contrairement au schéma d'axiome de récurrence dont on a parlé dans l'épisode précédent. L'axiome de récurrence de l'axiomatique de Dedekind est lui un petit peu particulier puisque c'est un axiome du second ordre dans le sens où il fait intervenir un ensemble. Il dit cet axiome que si je prends n'importe quel ensemble d'objets de la théorie, si j'arrive à montrer que 0 appartient à cet ensemble, et si j'arrive à montrer que si n appartient à cet ensemble, alors n plus 1 appartient à cet ensemble, alors tous les objets de la théorie de Peano appartiennent forcément à cet ensemble. Cet axiome rejette l'existence d'une branche parallèle, puisque s'il existait une branche parallèle, on pourrait construire un ensemble S, tel que 0 appartient à cet ensemble et tel que à chaque fois qu'un élément appartient à cet ensemble, son successeur appartient forcément à l'ensemble aussi, mais tel que cet ensemble ne contienne pas tous les objets, en particulier il ne contiendra pas les objets de la branche parallèle. Du coup, cet axiome exclut l'existence des branches parallèles,
Le problème avec cet axiome, en plus de devoir utiliser ce symbole d'appartenance en plus, cet axiome est assez mauvais parce qu'il quantifie sur un ensemble d'objets de la théorie et on n'a pas le droit vraiment, ou en tout cas il n'est pas vraiment bien, on va dire, de quantifier sur des ensembles d'objets, notamment parce qu'une fois que l'on a quantifié sur des ensembles d'objets, on ne peut plus appliquer le théorème de complétude de Gödel. Je parle bien du théorème de complétude et pas celui d'incomplétude. Ce théorème de complétude, qui est un théorème très rassurant, nous dit que si dans une théorie du premier ordre, où il n'y a que des trucs du premier ordre, il n'y a pas de quantification sur des ensembles, si une théorie du premier ordre est logiquement cohérente, c'est-à-dire qu'on ne peut pas conclure une chose et son opposé avec les axiomes de cette théorie, alors cette théorie décrit quelque chose de vraiment vrai, de quelque chose, elle a ce qu'on appelle un modèle, c'est-à-dire qu'il y a une façon assez explicite de construire un objet qui satisfait les axiomes de cette théorie. Bref, tout ça pour dire que les axiomes de Peano ne sont en fait pas si populaires, pas si utilisés que ça par les mathématiciens, alors que les axiomes de l'arithmétique de Peano sont souvent beaucoup plus étudiés parce qu'ils correspondent à la logique du premier ordre et que c'est la logique du premier ordre qui décrit le mieux, en tout cas parmi celles qu'on a trouvées, les nombres entiers naturels de la façon la plus simple qui soit. Hey, j'espère que vous avez aimé cet épisode. Là, on commence à voir qu'il existe plusieurs mathématiques et ce sera clairement le cas la prochaine fois puisqu'on va parler du très controverse axiome du choix. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à le liker, à le commenter, à le partager, pensez à vous abonner pour ne pas manquer les futurs épisodes. Merci aux tipeurs pour leur don et j'espère que je vous verrai la prochaine fois. Bien sûr, le combat sera certainement très long, mais on ne peut pas abattre un monstre mythologique sans un minimum de patience. So first of all, inconsistency in the first order arithmetic will mean inconsistency of almost every other foundational theory in mathematics.